Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. C'est l'œil de Kousma qui est tourné le week-end du 11 novembre. C'est pour ça que j'ai le Bleuet de France. Pour ceux qui se demanderaient et qui ne connaîtraient pas encore le Bleuet de France, eh bien, c'est une institution de la République qui a fait suite à la Première Guerre mondiale, pardon, 14-18. Nous avons perdu toute une génération, 1,2 million de morts, des centaines de milliers de blessés graves, de gueules cassées, d'amputés dans notre jeunesse. Eh bien, le Bleuet de France a été mis en place pour venir en aide aux veuves, aux orphelins, aux blessés graves qui ne pouvaient plus s'insérer dans la vie publique ou au travail. Et c'est une institution qui est restée. Et quand vous prenez un Bleuet de France, eh bien, on le met à l'époque du 11 novembre pour se remémorer eh bien, nos ancêtres, nos anciens qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale et qui l'ont emporté. Nous ne sommes pas comment ils ont écrit ça au ministère des Armées? Depuis l'armistice de 1918, nous serions depuis 100 ans dans l'amitié franco-allemande. Il semble qu'ils aient réussi à oublier la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, passons. Donc depuis et toujours aujourd'hui, eh bien le Bleuet de France vient en aide à nos veuves, aux veuves des soldats de France, alors aux orphelins des soldats et soldates de France, et également aux grands blessés, dont certains sont toujours aux Invalides. Donc voilà, joyeux célébration du 11 novembre de l'armistice de 1918 à tous, et on passe directement au sommaire. Alors, dans l'œil de Kousma, on n'aborde pas tous les sujets un par un. D'abord, il y en a beaucoup trop, c'est colossal tout ce qui se passe à l'international et en France, mais on essaye de voir les grandes tendances importantes qui se profilent à partir de certains événements qui peuvent sembler épars, surtout de la manière avec laquelle ils sont traités dans nos médias. Alors, on a 2 sujets principaux que je vais corréler. D'abord, la victoire russe des armées russes à Pokrovsk et les problèmes lourds de l'Ukraine, en particulier militaire, mais pas seulement, et la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud, qui a été une défaite de facto de la politique des tarifs imposés par Donald Trump depuis avril de cette année. On reviendra un peu également en France pour parler eh bien de la continuation de cet enfoncement dans un marais sans fin dans lequel est plongée la France. Emmanuel Macron cocufie maintenant la FNSEA après avoir cocufié le Parti socialiste en déclarant que, bien sûr, on va rentrer dans le Mercosur, comme on l'avait dit. Tout ce qui avait été dit à propos de ce Mercosur a été de la poudre aux yeux, comme a été la poudre aux yeux ce qui a été dit au Parti socialiste. Mais voyez-vous, voilà, il y en a qui aiment bien. On a parfois des syndicats et des politiciens faibles qui aisément corruptibles. Et puis on a l'affaire tragique de Matisse et son corollaire un peu plus tôt, qui était celle de Jade Loctin. En attendant la suite, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne YouTube, mais également, si vous le pouvez, ça nous donnera un grand coup de main, même si ce ne sont pas vos réseaux sociaux de préférence. Allez vous abonner sur la page Fréquence Populaire d'Instagram, de TikTok, de Telegram. Si vous pouvez faire un petit push sur Telegram, ça nous ferait très plaisir. Et également, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, eh bien, nous avons créé il y a maintenant 2 mois un portail média, fpop.media, fpop.media, et vous arriverez eh bien sur les articles que nous écrivons à Fréquence Populaire, et aussi beaucoup de contributeurs français et à l'international
pour des analyses plus poussées que ce que l'on peut lire ailleurs. C'est un site sans publicité. Il n'y a qu'à renseigner son email et vous avez accès à l'ensemble des articles où vous ne serez pas à cet endroit-là agressé par la publicité. Et puis ceux qui peuvent nous soutenir, soit en allant sur notre page Tipeee, soit sur notre page Stripe pour faire un don, ça nous aide à continuer ce que l'on fait, ou alors sur le site d'œufpop.media, de prendre un abonnement, soit un tout petit abonnement de 2 € par mois, l'équivalent d'un café par mois, soit un peu plus pour ceux qui en ont les moyens. Ça nous aide considérablement à continuer ce que nous faisons. Et maintenant, en avant pour l'œil de Kousma. Alors avant que de commencer, je voudrais certains m'ont demandé: «Mais pourquoi la dernière fois j'avais mis en exergue ce livre-là que vous voyez, la guerre du Vietnam?» derrière ce magnifique, casque, corinthien, casque grec. La guerre du Vietnam de John Prados. Eh bien, c'est parce que, vous avez peut-être entendu lors, de rassemblements organisés heu, par Donald Trump et Pete Hegseth, son ministre de la Défense aux États-Unis, le rassemblement de tous les, officiers généraux et amiraux, d'importance dans le commandement américain pour, leur exprimer, leurs objectifs, géopolitiques. Eh bien, vous avez peut-être manqué ou pas, je ne sais pas, le moment où Donald Trump, dans un de ses bouffées délirantes, heu, mais peut-être pas non plus, en tout cas, ça nous a semblé être une bouffée délirante, a déclaré que l'armée américaine est la plus puissante du monde, mais qu'elle ne gagne pas toujours les guerres parce que, jusqu'à maintenant, elle s'est battue de manière morale, en respectant l'adversaire, le droit international, et que ça suffit. Ça suffit d'être pris pour des imbéciles, a dit Donald Trump. Dorénavant, nous allons nous battre réellement et nous allons montrer au monde ce que nous pouvons faire. Et il dit, nous aurions dû gagner la guerre du Vietnam, mais nous n'avons pas fait tout ce que nous avons trop respecté notre adversaire, les Vietnamiens, en particulier les Vietnamiens du Nord, et nous n'avons pas gagné. Alors, visiblement, Donald Trump, qui n'est pas très très bon en histoire, ne connaît pas très bien son histoire. Et donc, je lui conseillerais, et d'ailleurs, je conseille à tout le monde, si vous ne l'avez pas lu, cette magnifique histoire, La guerre du Vietnam de John Prados. John Prados était le directeur de l'Institut national des archives de sécurité de Washington et un des très très grands, sûrement des plus grands experts des questions militaires et géopolitiques américains et l'un des plus grands experts de la guerre de Vietnam. Et Donald Trump y apprendrait, eh bien, que la guerre du Vietnam n'a pas été menée d'une manière si morale que cela. On pourra retenir bien sûr le massacre de My Lai, qui a été couvert par le journaliste Simon Hirsch, qui s'est fait connaître de cette manière-là, et qui n'était pas le seul massacre de civils mené par des troupes américaines. Mais surtout, il apprendrait que la guerre du Vietnam, telle qu'elle a été menée par les États-Unis, a été la principale guerre chimique totale qui ait jamais été menée. Vous savez, on s'oppose normalement à l'utilisation d'armes chimiques, hein. Vous vous souvenez de la Syrie, Bachar el-Assad. Mais étonnamment, en Occident, on a toujours du mal à voir et à se souvenir de l'usage d'armes chimiques, en particulier de la part des États-Unis. Alors, par exemple, ils l'ont utilisé à Cuba, en faisant des épandages pour pourrir les récoltes. Mais au Vietnam, ça a été particulièrement massif. Déjà, le Vietnam a reçu plus de bombardements en volume TNT que tous les explosifs utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez cela. Plus que tous les explosifs utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale sur un seul pays, le Vietnam. Et il y a eu l'utilisation de l'agent orange, cette sorte de défoliant qui brûle les récoltes, qui brûle les arbres et qui brûle les êtres humains en dessous et qui crée non seulement, qui tue considérablement de manière abominable, mais qui aussi a provoqué des centaines de milliers de cancers bien après le départ des États-Unis. À cela, vous ajoutez la guerre au napalm, au phosphore blanc,
tous ont été massivement utilisés par les États-Unis. Mais le focus principal, c'est quand même l'agent orange, donc la plus grande guerre chimique jamais menée au monde, qui a causé la perte, la mort de centaines de milliers de Vietnamiens, n'était pas une manière très morale de mener la guerre. Au contraire, c'était une manière parfaitement immorale parce que justement les Américains perdaient la guerre, en tout cas n'arrivaient pas à transformer leur présence au Vietnam en une victoire politique. Ça a même été une défaite, comme en Irak, comme en Afghanistan, comme en Libye, demain comme en Syrie. Mais revenons à la guerre du moment, celle qui préoccupe le plus nos esprits, qui est principielle pour l'Europe, la guerre en Ukraine et la prise de facto, à l'heure qu'il est, de Pokrovsk. Pokrovsk qui est un verrou, une sorte de forteresse dans le dispositif de défense de l'Ukraine face à la Russie, sur lesquels les Russes se sont cassés les dents pendant 2 ans, tentant de multiples manières de le conquérir sans succès. Mais Pokrovsk a été encerclé, ce qui est une technique de siège classique, mais comme le sont d'ailleurs d'autres villes comme Myrnograd, qui également est encerclée, où là aussi de nombreux soldats ukrainiens sont pris au piège, ou encore la ville de Kupiansk. Euh, Ce qui fait que leur prise eh bien, mettrait en très grande difficulté l'Ukraine pour conserver les dernières grandes villes du Donbass, à savoir Slaviansk et Kramatorsk, qui tomberont relativement rapidement. Ça nous permet de revenir non pas sur le détail des opérations, c'est intéressant, mais il y en a qui le font bien mieux que nous à Fréquence Populaire. Vous pouvez vous référer à des chaînes euh, que vous préfériez, qu'elles soient russes, soit ukrainiennes, soit françaises. On pense à Sylvain Ferreira, soit nord-américaines, avec notre ami Alexander sur History Legend qui parle parfaitement français également, ou bien sûr suivre les analyses d'Hervé Carès qui vient régulièrement ici sur Fréquence Populaire. Non, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le global, en se mettant au niveau politique de la guerre. Vous aurez remarqué, c'est difficile de ne pas le remarquer, l'offensive médiatique dans quasiment tous les médias, l'offensive médiatique de notre gouvernement, également particulier Emmanuel Macron et monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, pour dire que la Russie n'y arrive pas, la Russie n'avance pas, et on a le thème du 1% à peine conquis en très peu de temps et du 1 million de morts russes. Alors sur le 1%, je vous renvoie à l'article qu'a écrit Pedro Goanes, justement sur il a fait un debunk, un fact-checking, comme on dit, euh, sur Stop.media, et sur le million de morts, eh bien, nous y venons, puisque les deux informations sont fausses et puis surtout absurdes. Alors d'abord, sur le 1% de territoire. La réalité, c'est que dans ces 3 ans de guerre, la Russie a conquis déjà plus de 20% du territoire ukrainien, ce qui est considérable compte tenu du fait que l'Ukraine est le plus grand pays d'Europe avant la Russie. Donc on a l'équivalent, si on regarde sur un territoire, les territoires comme la France, c'est assez conséquent, hein. On parle de territoires qui sont grands comme la Belgique, la Champagne-Ardenne. Ça n'est pas rien. Et puis, effectivement, si l'on regarde la ligne de front où les choses avancent depuis 1 an pour l'armée russe, mais petitement, on a eu une grande avancée. C'est la reconquête de la partie de Koursk occupée par les Ukrainiens. Mais tout ceci est secondaire et cette affaire de territoire conquis, de pourcentage de territoire conquis, allez, disons-le simplement, c'est pour les idiots.
C'est pour ceux qui regardent les choses par le petit bout de la lorgnette et qui ne comprennent pas ce qui a été expliqué de manière magistrale à de très, très nombreuses reprises par John Mearsheimer, si vous suivez l'anglais, par, les Russes eux-mêmes, par des, analystes militaires ukrainiens, par des analystes militaires, américains, sérieux ou chez nous, entre autres par Jacques Sapir ou Hervé Carrez sur Fréquence Populaire ou nous-mêmes, eh bien qu'il s'agit en Ukraine d'une guerre d'attrition. Et le principe de la guerre d'attrition, comme ce fut le cas en 14-18, où le front bouge peu, relativement peu, eh bien c'est une guerre de volonté, une guerre industrielle, une guerre logistique, une guerre de capacité humaine, jusqu'à la rupture de l'adversaire, car il n'est plus en mesure d'amener des troupes en réserve, car il n'a plus le réservoir humain pour tenir le front, car il n'a plus le réservoir en moyens pour tenir le front, car il n'a plus les capacités au niveau de l'État, tant financières qu'économiques, de tenir le coup. Or, c'est très exactement ce qu'il se passe sur l'ensemble du front en Ukraine. L'Ukraine, c'est elle qui a perdu à peu près 1 million de soldats. Plus 500 000, au moins 500 000 déserteurs, comme on l'a vu dans les très nombreux rapports, y compris les rapports ukrainiens. C'est l'Ukraine dont la population est passée de 42 millions d'habitants un peu avant le début du conflit à 28 millions selon le recensement fait par les Ukrainiens eux-mêmes, moins 14 millions. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le Donbass, qui sont restés et qui sont pro-russes, parce qu'il y a énormément de réfugiés en Europe et aux États-Unis, parce qu'il y a énormément de réfugiés, plus de 2 millions, en Russie. Des Ukrainiens qui se sentaient russes et qui sont partis se réfugier en Russie. Donc un pays vidé de sa substance. On le voit également, la Russie a été capable d'augmenter sa capacité industrielle de telle manière qu'elle produit plus de munitions, plus de drones, plus d'artillerie que l'ensemble des pays de l'OTAN. Évidemment, pour les Ukrainiens, cela se solde par une catastrophe. Et on le voit par ces attaques aux missiles, aux bombes planantes lourdes, aux drones, toutes les nuits ou quasiment toutes les nuits maintenant sur l'ensemble des infrastructures, en particulier énergétiques, de l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce que sans infrastructure énergétique, il est difficile d'alimenter les usines qui fabriquent des armes en Ukraine. Et l'armée russe a fait un focus particulier sur la destruction des sites de production de drones quand ils les ont repérés ou sur les dronistes eux-mêmes. Mais également, pas d'énergie va rendre les choses très très difficiles pour les 28 millions d'Ukrainiens qui restent. On le montre assez peu, mais en fait, Kiev n'a déjà que quelques heures d'électricité par jour. Quand on connaît les hivers dans cette région, même s'ils ne sont pas aussi rudes qu'en Pologne ou en Russie, c'est néanmoins terrible. Et les Ukrainiens vont faire ça face à un hiver difficile, où je pense, comme à leur habitude, alors qu'on considère que ça ne se fait pas, les Russes vont lancer une offensive, coup de poing, coup de marteau, comme ils en ont l'habitude et comme ils l'ont fait de nombreuses fois dans la guerre contre Napoléon, qui avait envahi la Russie en 1812, comme à plusieurs reprises lors de la Deuxième Guerre mondiale ou même lors de la Première Guerre mondiale. Et le problème, c'est que l'Ukraine, qui manque d'effectifs, en dehors du fait de manquer de moyens, car les promesses faites par les Européens eh bien, ne sont pas suivies d'actes, non pas par manque de volonté, par manque de production. Là, on est dans une situation qui est celle la conséquence du néolibéralisme des 40 dernières années, à savoir délocaliser la production, produire au plus juste, libéraliser tout, privatiser le secteur de la défense est privatisé et vit des contrats en pensant aux contrats qu'il va faire à l'extérieur, que les armes qu'il va vendre à l'extérieur et non pas un appareil industriel de défense dépendant de l'État, produisant d'abord pour ses armées, ce qui est le cas russe. On voit le différentiel, il est patent, il est sans appel, il n'y a pas assez de production militaire dans les pays de l'OTAN, en tout cas pour faire face à une guerre comme celle qui a lieu en Ukraine.
Exemple, notre président de la République, Emmanuel Macron, avait promis 72 canons César. Bon, on en fabrique par année difficilement 28. Et encore, on a des contrats à respecter ailleurs, on a nos armées à fournir. Donc on a beaucoup de promesses qui ne sont pas réelles. Mais le problème principal, encore une fois, c'est les soldats, le matériau humain, comme on dit de manière terrible, qui vient à manquer vu le nombre de morts et de blessés. Alors sur le nombre de morts et de blessés, évidemment le 1 000 000 de morts du côté russe est absurde. Il y a des agences, des opposants à Vladimir Poutine qui sont installés, on en a parlé sur Fréquence Populaire, qui sont installés en en dans les pays baltes et qui travaillent avec la BBC en anglais et qui suivent de manière détaillée, heu sur les réseaux sociaux, par internet, par satellite, tout ce qui est enterrement, annonce d'enterrement, larmes légitimes de mères, de frères, de sœurs, d'épouses, d'enfants, de militaires qui s'épanchent sur les réseaux sociaux. C'est de l'intelligence, à partir des réseaux sociaux et il y a énormément, de moyens. C'est les annonces, d'enterrement, ce sont les annonces, faites par les pop. Bref, ils fusionnent toutes ces données et ils arrivent à un chiffre maximum qu'ils tirent beaucoup eux-mêmes à 250 000 morts côté russe, ce qui est colossal. Il faut bien se rendre compte que c'est absolument colossal. Au Vietnam, les Américains, eux, là, ils ont perdu 58 millions d'hommes et ça a été un traumatisme pour ce pays. Bon, 250 000, c'est déjà énorme et on peut compter, aisément, 500 000, 700 000 blessés au total, entre graves et moins graves du côté russe. Si on prend ce chiffre, la réalité, parce que la fourchette basse, de Medusa, cette association, dont je parle, et de la BBC est autour de 150 000. Donc on doit être en réalité à quelque part à 170 000, 180 000, avec d'abord énormément de morts, dans les régions de Lugansk et Donetsk, puisque c'était eux qui étaient les premiers au front, premiers combattants, en 2022, puisqu'ils combattent depuis déjà 2014, car c'est une vieille guerre que celle-là, c'est une guerre civile. Heu, eh bien, c'est eux qui ont subi les plus lourdes pertes. Donc ce chiffre n'a aucun sens et la Russie, heu, amène, tous les mois 30 000, 35 000 combattants supplémentaires et recrute 30 000 à 35 000 volontaires tous les mois, pardon, qui s'entraînent pendant 6 mois, qui sont incorporés à des unités de combat déjà ayant déjà de l'expérience et ils ont fortement adapté leur technique de combat, eh bien pour justement, au contraire de ce qui est dit dans nos médias, ne pas faire des vagues d'assauts absurdes, mais de faire des attaques par petits groupes de soldats, appuyés lourdement par la domination totale qu'ils ont en termes d'artillerie, maintenant de drones et d'aviation, en particulier avec des bombardements de bombes FAB, des bombes très lourdes, planantes et guidées de 1 500 à 3 000 kilos. En face, manque de moyens et manque de personnel, heu et stupidité aussi, d'une stratégie qui est basée sur la communication et complaire à l'Occident et faire de l'esbrouf médiatique. Je pense en particulier à l'opération militaire à Koursk, qui a plu ici. Ça a plu sur LCI, ça a plu sur CNN, bravo Zelensky, le territoire russe, est envahi. Mais bon, la conséquence est que ça a été un hachoir à viande, tel que c'est le terme abominable est utilisé. Meat grinder, en anglais, voulu par les Russes, où les Ukrainiens ont perdu 75 000-76 000 hommes et parmi les meilleurs, qui auraient pu servir de réserve dans les combats critiques qui ont lieu maintenant. Ce que je dis là n'a rien, d'étonnant pour ceux qui suivent les canaux ukrainiens, puisque parmi les plus farouches défenseurs de l'Ukraine, depuis le début, ils ne cessent de répéter que c'est une opération absurde, une opération de communication, qui n'aura pour conséquence qu'une perte massive des meilleures troupes ukrainiennes ou parmi les meilleures troupes ukrainiennes dans un hachoir à viande. Et on recommence la même chose comme ça a été fait à Mariupol, à Bakhmout, à Avdivka, puisque toutes ces villes sont tombées, in fine, ont été perdues. Euh, on a la même chose à Pokrovsk, à Biernograd, qui est encerclé actuellement.
à Kupiansk, c'est que, contrairement aux Russes en 2022 à Kherson, qui ont fait un retrait stratégique de 30 à 40 000 soldats qui étaient sur la rive ouest du Dniepr, qui ont pu reculer pour ne pas être perdus, pour être réutilisés plus tard, eh bien les Ukrainiens ne reculent jamais. C'est un peu comme l'ordre 227 de Staline, Nishabu Nazad, durant la Deuxième Guerre mondiale, pas un pas en arrière. Eh bien, c'est pas un pas en arrière, mais avec des situations catastrophiques. À chaque fois, ce sont des centaines et puis maintenant des milliers de soldats ukrainiens qui sont sacrifiés. On l'a vu dans les vidéos, pour ceux qui suivent, les vidéos de soldats ukrainiens à Pokrovsk, qui expliquent: «Nous n'avons plus de ravitaillement en eau, nous n'avons plus de ravitaillement en munitions, nous n'avons plus de ravitaillement, en, nourriture, nos, blessés ne sont pas retirés du front, on va devoir se rendre. Mort à eux, mort à leurs dirigeants qui les abandonnent». Que vont penser les combattants qui sont actuellement bloqués à Mirnograd ou ceux qui vont bientôt être bloqués à Kupiansk ou à Kramatorsk ou dans d'autres poches qui vont se former, des poches d'encerclement faites par l'armée russe? Eh bien, ils seront dans une situation telle que, eh bien, l'envie pour certains de déserter va se faire sentir de manière plus pressante. Or, elle est déjà très très forte dans l'armée ukrainienne. Et puis, ça n'a aucun sens. Il est bien plus préférable, et tous les analystes l'ont dit, encore une fois, je ne veux pas répéter leur nom, mais en particulier les analystes américains, mais sortez de la ville, retirez l'ensemble de vos combattants, positionnez-vous sur une ligne de défense autre, ne perdez pas inutilement ces soldats qui, en plus, sont entraînés, ont pour certains 1 an, 2 ans d'expérience de conflit, ne les sacrifiez pas pour rien. Or, ils sont sacrifiés pour rien dans un contexte où il n'y a déjà plus d'effectifs pour compenser ces offensives russes. Or, l'offensive russe pousse partout, sur l'ensemble du front, de Zaporijjia jusqu'à Soumy tout au nord, en passant par euh, euh, la région de Kharkov, bien sûr Slaviansk, Kramatorsk, Pokrovsk, et ainsi de suite. La conséquence est que si les termes proposés par la Russie, puisque la Russie vient à nouveau de proposer des termes de règlement global du conflit et non pas de cessez-le-feu, que les Russes refusent totalement, puisqu'un cessez-le-feu impliquerait, eh bien, un renforcement de l'armée ukrainienne qui pourrait se reposer, se repositionner, refaire des défenses. Les Russes n'en veulent pas et jouent leur avantage. Donc, la position est la suivante sur la table: ce qui est proposé, qui est évidemment inacceptable pour les Européens et Zelensky, qui s'est enferré dans une rhétorique guerrière complètement folle de reconquête des territoires ukrainiens, ce qui n'arrivera jamais. Et les Russes proposent, eh bien, que, il y ait une capitulation sur les 4 territoires conquis, donc Kherson, Zaporijjia, Lugansk, Donetsk, dans leur totalité, ce qui implique d'abandonner les villes de Kherson et de Zaporijjia, ce qui n'est pas rien, pour l'Ukraine, reconnaître ces 4 régions et la Crimée comme légalement, officiellement russes, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et que l'Ukraine soit démilitarisée. Ça fait beaucoup. Et rentre pas dans l'OTAN, ça veut dire qu'il n'y ait pas d'accord de coopération quelconque ou de système de sécurité qui ressemblerait à l'article 5 de l'OTAN. Voilà, c'est la condition. Or, très clairement, ni Kiev, ni les chancelleries européennes, en particulier Emmanuel Macron, Starmer, Merz, Madame von der Leyen, n'acceptent cela, car ce serait la fin, en fait, de leur carrière politique et de leur projet fédéraliste européen. Donc ils vont continuer. Et puis, ma foi, j'ai l'impression que pour beaucoup de ces gens-là, des Ukrainiens qui meurent ou des Russes qui meurent, ou des Russes qui meurent, de toute façon, ce sont des Slaves qui meurent. Ça n'est pas très très grave. On a des précédents historiques avec ce genre de pensée, si on peut appeler ça une pensée. Donc que les Ukrainiens meurent, allez, ma foi, pour ces gens-là, tout ça a très peu d'importance. Mais la conséquence est que l'offensive russe sera plus pressante. Ils continueront de pousser sur tous les points du front, cherchant là où il y a la faille, permettant de s'enfoncer un peu, de contourner par l'arrière, de faire une poche, avec une Ukraine qui a de moins en moins de moyens pour envoyer des réservistes, ne sachant pas d'ailleurs à quel endroit les envoyer, les maigres réserves qu'ils ont. Je pense en particulier aux unités idéologiques comme Azov, car le front
est quand même long de 1300 kilomètres. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça veut dire 1300 kilomètres, qui doivent être couverts avec seulement 600 000, 700 000 soldats ukrainiens. C'est très, très difficile. Et si les choses continuent comme elles continuent, ce que souhaitent les Européens, ce que souhaitent les durs dans le régime russe, eh bien, ce que souhaite également le complexe militaro-industriel américain, qui de toute façon, gagnant, pas gagnant, vendra beaucoup d'armes, et plus les guerres durent, mieux c'est. En ce sens-là, eh bien, la guerre continuera et sûrement, in fine, jusqu'à la conquête de tout l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire 50% de l'Ukraine, jusqu'au Dniepr, plus la région d'Odessa et la ville d'Odessa. Voilà la situation, et la Russie est gagnante. Alors ça, c'est sur le terrain militaire, mais le terrain militaire est secondaire, en fait, au regard de ce qui se passe ailleurs. Sur le terrain diplomatique, la Russie est totalement gagnante. C'est l'Europe pour notre grand malheur, et qui est cornérisée. On a les BRICS qui se développent. L'Indonésie est rentrée en janvier 2025. Maintenant, c'est la Malaisie. On a le Nigeria qui demande à rentrer. Euh, les partenaires sont maintenant 27 pays. C'est plus de 60% de la planète monde, du globe. En termes d'habitants, c'est 55% du PIB mondial déjà. Et c'est là, les trois quarts dans ce PIB, c'est les trois quarts de ce qui est concrètement produit dans le monde. Et on voit combien la concrétude de la production industrielle compte dans la guerre en Ukraine, mais compte aussi dans les relations avec la Chine. Et on vient à ce deuxième point, et c'est là que je fais la jonction, puisque les Chinois et les Russes ont signé une sorte d'alliance globale. Vous vous souvenez, Xi Jinping visitant Vladimir Poutine à Moscou il y a 18 mois, et les deux jouant cette scène comme s'il était faite par hasard, où ils disent « Nous sommes en train de transformer le monde, nous faisons de grandes choses pour les décennies à venir ». Bon, eh bien, c'est très exactement ce qu'il se passe. Donald Trump, qui comprend depuis longtemps que le monde est multipolaire, depuis 2017, puisque c'est lors de son premier mandat qu'il le disait, est quand même poussé par sa base, une partie de sa base néocon, en tout cas politique, puisque la plupart des congressmen et des sénateurs américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, souhaitent un soutien fort à l'Ukraine, de continuer la guerre, de la même manière qu'ils souhaitent un soutien total à Israël. Et c'est eux qui ont eu cette idée de tarifs, de taxes douanières, de tarifs secondaires à imposer à la Chine et à l'Inde. Mais comme ça va avec une vieille idée de Donald Trump mal comprise, enfin plutôt où il y a une mauvaise compréhension du fonctionnement de l'économie internationale telle qu'elle est aujourd'hui, eh bien, il s'est lancé en avril de cette année dans une guerre tarifaire avec tout le monde. Or, on aura vu, les BRICS ont résisté collectivement. Lors du sommet des BRICS, où nous étions avec Fréquence Populaire à Rio de Janeiro, le sommet des BRICS tenu au Brésil en juillet de cette année, eh bien, alors que dans nos médias, il ne se passe rien là-bas, Donald Trump avait parfaitement compris. Il dit c'est une offensive contre le dollar, c'est une offensive contre les États-Unis, on va les briser. Tarifs, bon, vous avez vu le Brésil, capitulation. Là, Donald Trump vient de faire un voyage à travers l'Asie, un voyage asiatique. Il s'est retrouvé en Malaisie, avec la Malaisie qui rentre dans les BRICS. Pardon. Pendant son voyage, la Malaisie est rentrée dans les BRICS, et puis il a rencontré en Indonésie le président brésilien Lula, qu'il avait attaqué en juillet en disant qu'il soutiendrait Bolsonaro contre lui dans l'élection présidentielle de 2026. Le Brésil avait résisté avec aux taxes douanières américaines, contrairement à l'Union européenne, qui elle a capitulé, mais vous connaissez déjà l'histoire. Et puis Donald Trump est allé en Corée du Sud, où là, pris de consolation, il a reçu une belle couronne dorée, donc ça a dû lui faire plaisir, lui qui aime bien les choses dorées. Il a rencontré Xi Jinping, et là, ça a été la défaite. C'était son Pokrovsk économique et diplomatique à lui. Et c'est pour ça que je lis ces deux éléments, car ils sont arrivés en même temps. Cette guerre des tarifs
contre les BRICS, contre la Chine, a été perdu par les États-Unis. Et c'est ce qui a été entériné en Corée du Sud. Cet été, la Chine a riposté. Vous vous souvenez, les tarifs sont montés, les taxes douanières de 25%, puis 50%, puis 125%, puis 300%, avec une riposte du même acabit de la Chine. Mais la Chine, comme les Chinois, ont des équipes stratégiques sérieuses qui pensent au temps long, exactement comme en Russie, alors que nous, en Occident, nous avons des dirigeants qui sont focalisés sur le temps court et la communication, eh bien, ont prévu, sûrement depuis maintenant 25 ans, un avantage comparatif majeur qui leur a demandé beaucoup d'investissement, qui est le contrôle des terres rares. 60% des terres rares sont extraites de Chine, mais plus de 90% d'entre elles sont traitées en Chine. Les terres rares sont essentielles pour tous les appareils électroniques que nous avons. Tous. Des téléphones aux avions de combat. Et donc, la Chine ayant de facto, et au moins pour 10 ans, le monopole dans ce domaine, elle a pu il a pu utiliser ce levier qui n'est pas le seul, mais il a suffi à faire plier les États-Unis, de bloquer pendant 3 semaines la livraison de terres rares. On a vu les effets sur l'industrie américaine, en particulier l'industrie électronique, les pertes majeures boursières que cela a causées. Mais voilà. Et donc voilà, Donald Trump est allé en Chine. Alors après, il a dit: «C'est un excellent meeting, Xi Jinping est sérieux, c'est un grand pays, nous avons passé un grand accord, tout est très bien». Non, on est revenu à une situation hantée et avril 2025, heu, par ailleurs, Donald Trump avait la pression d'une part de sa base MAGA, puisque la Chine, comme deuxième levier, avait arrêté d'acheter du soja américain et s'était tournée vers son allié BRICS, le Brésil, pour acheter du soja et montrer qu'elle pouvait parfaitement acheter du soja. Et ce qui s'est passé en Corée du Sud dans cette rencontre, c'est que Donald Trump s'est rendu compte que la vision occidentale du monde n'est plus. Nous ne sommes plus il y a ne serait-ce que 20 ans. Nous sommes en 2025 et un marché immense s'est créé en Chine. Les Chinois, en 40 ans, ont fait sortir 800 millions de personnes de la pauvreté. C'est un record historique. 300 millions sont devenus des classes moyennes, 150 millions des classes moyennes supérieures. La Russie compte 150 millions d'habitants, dont au moins 50 millions peuvent consommer maintenant. L'Inde, 300 sur 1 million, 400 milliards, 350 millions d'Indiens sont un grand marché de consommation. L'Afrique, le Brésil, l'ensemble des pays BRICS, encore une fois, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Égypte. Donald Trump s'est rendu compte que non seulement la Chine et d'autres pays ont des leviers de pression sur les États-Unis, en particulier la Chine avec les terres rares, mais que la menace de perdre les marchés en faisant des tarifs, des taxes douanières importantes ou en interdisant un marché, eh bien, ça ne fonctionne plus. Cet âge-là est passé. Et c'est ce qu'a dû méditer Donald Trump en rentrant. Donc nous vivons une période assez étonnante où la guerre en Ukraine, qui est due à une volonté d'extension des néoconservateurs en Ukraine de l'OTAN, l'extension de l'OTAN en Ukraine, est une défaite stratégique majeure, évidemment pour l'Ukraine, qui, en continuant comme elle continue, risque totalement de disparaître, c'est-à-dire disparaître comme pays, même à 50%. On ne peut pas fonctionner avec autant de morts masculins dans une génération, autant de citoyens qui sont partis et la perte totale, ou quasi totale de ses ressources. Oui, parce que dans les pourcentages qu'on ne cite pas ici, évidemment, c'est que la Russie a déjà conquis plus de 70, allez, quasiment 70% du PIB de l'Ukraine d'avant-guerre. De toute façon, l'Ukraine n'aura jamais cela. Euh, donc c'est une défaite stratégique, mais une défaite stratégique aussi pour l'Europe et pour l'OTAN, qui s'est enferrée absurdement dans une rhétorique qui était de dire eh bien, que la défaite en Ukraine soit une défaite de l'Europe, on se demande même pourquoi, enfin de l'Union européenne, on se demande quel rapport ça avec l'Union européenne, et une défaite de l'OTAN. Bah, à force de le dire, ça le devient.
et sans que l'on puisse faire grand-chose, puisque la Russie est un pays nucléaire, à moins de déclarer la guerre à la Russie, mais ce qui signifierait, eh bien, la fin de l'humanité, comme on l'a largement expliqué ici. La dissuasion nucléaire fait qu'on ne peut pas, en réalité, entrer en conflit direct avec la Russie. Et fort heureusement, il en va de même avec toutes les nations nucléaires. Donc, l'élément central que nous vivons, c'est ce qu'a décrit Emmanuel Todd depuis longtemps, de manière très visionnaire dans son livre La défaite de l'Occident, Emmanuel Todd, que je salue. On a ici une défaite euh, concrète, concrète de l'incapacité d'utiliser l'arme principale euh, qui a contraint les États, les pays du Sud global et pour lesquels ils ont créé les BRICS, à savoir l'usage des sanctions occidentales, défaite en race campagne de Donald Trump, sauf avec l'Europe, hein, encore une fois, mais bon, nous avons choisi d'être vassaux, eh bien, nous en payons le prix. Le prix fort sera la perte de notre industrie, enfin, c'est le peu qu'il en reste, et qui sera délocalisé aux États-Unis. Tant qu'on n'aura pas d'autres dirigeants politiques qui auront à cœur l'intérêt de la France et des pays européens, eh bien, cela va continuer. Hein. Mais bon, Emmanuel Macron, M. Merz sont des représentants de BlackRock, donc bon, faut-il s'étonner de ce qui nous arrive. Voilà la situation, et ça va avoir des conséquences majeures pour nous, car nous avons beaucoup vécu sur eh bien, cette domination qui a été la domination occidentale, qui est très longue, hein, qui date au moins de 5 siècles, depuis 1492, mais qui a été un des principaux pôles de l'humanité depuis le monde gréco-romain. Eh bien, cette puissance s'effondre, et principalement en raison des choix stratégiques et des décisions stratégiques de ceux qui nous dirigent depuis 40 ans. En France, eh bien, c'est le cirque politique qui continue, tragique. Alors, une petite remarque quand même sur le dossier de la sécurité sociale. Le gouvernement annonce la perte, d'ailleurs, c'est une antienne, c'est devenu un marronnier pour faire peur aux citoyens, que 23 milliards, rendez-vous compte, 23 milliards manquent au budget de la sécurité sociale, donc il faut réformer tout ça. Hein. Il faut réformer tout ça. Et on en revient à BlackRock et Larry Fink, le patron de BlackRock, qui a remis son petit prix à Emmanuel Macron à New York, le prix du citoyen global, hein, de l'Atlantic Council. Eh bien, c'est parce que l'État n'a pas versé 22 milliards qu'il devait verser sur des surtaxes sur l'alcool et les tabacs qui devaient être versés à la sécurité sociale. Donc l'État s'est approprié 22 milliards de la sécurité sociale en disant, vous voyez, maintenant il y a un trou de 23 milliards. Bon, la réalité, c'est que sur le volume colossal de ce qu'est la sécurité sociale, 1 milliard, allez, pour faire la comparative, c'est comme si vous aviez un déficit de 20 € sur votre compte en banque. C'est pas si grave. Par contre, l'orchestrer, l'organiser de cette manière, eh bien, c'est une manière de s'attaquer à la sécurité sociale, et c'est très exactement ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste est un parti, encore une fois, de cocu, qui a été sauvé par la France insoumise, qui devait ne pas s'allier avec lui, mais bon, vous voyez, hein, les promesses ne tiennent qu'à ceux qui les écoutent, et donc ils les ont sauvés dans ce front républicain qui permet à Emmanuel Macron, qui est le principal destructeur de cette République, eh bien, de continuer son œuvre de sabordage. Et donc là, à nouveau, les socialistes ont été, j'allais dire embobinés, enfin bon, très très volontairement embobinés, parce que voilà, on agite un peu de verroterie à l'Élysée, quelques promesses, et puis on vous met dans le camp des gens bien, hein, des gens bien, des gens du gouvernement. Ça fait sérieux, ça fait bien dans les salons à Paris, mais la réalité, c'est qu'ils ont été totalement cocufiés, puisqu'ils avaient dit qu'ils résisteraient, ils ne feraient pas de motion de censure, donc ils ne mettraient pas des bâtons dans les roues d'Emmanuel Macron, qui continue, lui, à faire sa politique de destruction de la France, de construction de la souveraineté européenne, de sabordage de nos industries et de notre agriculture. On va y venir. Donc il continue à faire cela sans vergogne, grâce au Parti socialiste qui n'a pas fait de motion de censure, tout en sachant parfaitement, car tous les députés de la France insoumise au RN savent très bien ce qui va se passer à la fin. Il n'y aura pas d'accord, et au final, on va reconduire le budget
de l'année dernière, qui était déjà la reconduction du budget de l'année d'avant, ce qui montre la crise politique et économique grave dans laquelle on va s'enfoncer, car aucune économie sérieuse n'est faite, aucun investissement non plus sérieux n'est fait pour industrialiser notre pays. Mais le cirque à l'Élysée continue et François Hollande, avec le Parti socialiste, en sont les principaux clowns. En déplacement en Amérique latine, depuis le Mexique, Emmanuel Macron, a cocufié la FNSEA cette fois-ci. Ah, c'est très, très amusant. Il a cocufié la FNSEA en déclarant que finalement le Mercosur, ça va. On va passer le Mercosur, on va le ratifier. Or, c'est ce que nous avons dit ici à Fréquence Populaire. Il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de levier. Tout ça a été encore de la communication d'Emmanuel Macron. Nous avons des dirigeants dans toute l'Europe et particulièrement en France qui ne fonctionnent que par communication. Toute la posture, tout est du mensonge, tout est un théâtre d'ombre. La réalité, c'est que les Ukrainiens meurent à Pakrovsk ou ailleurs en croyant que les Européens allaient les soutenir ou faire quoi que ce soit. Non, ils les utilisent. Là, ce sont les agriculteurs. Le Mercosur va être passé. De toute façon, Emmanuel Macron ne pouvait rien faire. On vous avait montré Lula, le président brésilien, qui avait fait la démonstration que Emmanuel Macron faisait des rodomontades et qu'il ne pouvait rien faire. C'était des mois déjà qu'on vous avait montré cela. Eh bien voilà, Emmanuel Macron avait besoin à un moment de la FNSEA pour contrôler la colère agricole, la colère paysanne. Souvenez-vous, il y a 2 ans au salon de l'agriculture, les moments difficiles qu'avait vécu Emmanuel Macron avec des agriculteurs, qui étaient parfaitement en colère. C'était les noms des villes retournés, mais ça rien n'a changé. Tout va toujours aussi mal. Les agriculteurs sont toujours aussi mal payés. L'agro-business, qui est copain avec Emmanuel Macron, et Larry Fink de BlackRock, eh bien, gagnent toujours sur le dos des agriculteurs qui, eux, sont toujours dans la misère et qui, eux, toujours se suicident, 2 par jour. Rendez-vous compte. Rien n'a changé, mais Emmanuel Macron a instrumentalisé, utilisé la FNSEA, qui était bien volontaire pour le faire, hein. N'oublions pas que son chef est aussi PDG d'Avril, qui est une multinationale qui opère également partout dans le monde, et que quand on signe un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, eh bien, Avril en profite, puisqu'il y a Avril en Nouvelle-Zélande comme il y a Avril en France. Passons, on a déjà beaucoup abordé ça, et Philippe Grégoire, notre agriculteur préféré et cofondateur du SAMU social, nous réexpliquera tout cela en détail pour que ça rentre bien dans les têtes. Donc, la direction de la FNSEA, bien volontaire, hein, de faire berner et cocufier, a tout fait ce qu'il fallait pour faire capoter la colère agricole, sauvant la mise, comme le Parti socialiste, à Emmanuel Macron, qui les trahit, et l'ensemble de l'agriculture française, qui va être balayée avec le Mercosur, car la production, et d'ailleurs comme on l'a vu dans des vidéos qu'on a fait au Brésil, ça ne profitera pas beaucoup aux agriculteurs brésiliens, ça profitera évidemment à l'agrobusiness du Brésil. Eh bien, nos agriculteurs vont être face à un déferlement de bêtes d'élevage venant d'Amérique latine, en particulier du Brésil, et d'Argentine, où il y aura qui peuvent mettre des hormones de croissance, des antibiotiques, utiliser des pesticides, qui ont des normes sociales, environnementales, complètement libres et non conformes aux contraintes qui sont les contraintes de nos agriculteurs en Europe. Donc tout ça va être balayé, et nous allons manger un peu plus de poison dans nos assiettes sur le dos des agriculteurs. Mais Emmanuel Macron est content, car Emmanuel Macron, son objectif est de devenir président du Conseil européen. Voilà, c'est le chef de l'Europe et il vise ça. Et comme l'Union européenne est totalement tenue par les Allemands, eh bien, hein, il fait des concessions, il leur graisse un peu la patte, parce que le Mercosur, ça sert à faire un tout petit peu survivre encore l'industrie allemande, qui est effondrée à cause de son choix stupide de se couper du gaz russe, qui fait que ses coûts de production sont beaucoup trop élevés, à cause des choix stupides européens d'avoir sabordé notre industrie automobile, de ne pas l'avoir protégée, de ne pas l'avoir développé sérieusement, l'électrique, et qui va être totalement balayé par la Chine, comme c'est le cas actuellement. Mais juste pour un petit peu survivre, eh bien, on va sacrifier nos agriculteurs, qui est quand même l'agriculture, la force, hein, historique de la France.
Voilà, Emmanuel Macron dans ses œuvres et bien pour tous les autres, il y a de quoi lire pour savoir quel est notre sort dans son ministre de l'économie, dans le livre de son ministre de l'économie Bruno Le Maire qui, bien sûr, lui, ne voit pas de problème, à tout ça, hein et lui, il y voit un renflement brun. Un dernier mot sur, cet événement tragique qui montre, le laxisme, dans notre pays et le sentiment d'impunité de un certain nombre de criminels, c'est la mort tragique de Matisse. Matisse, donc un jeune homme de 19 ans, haïtien d'origine, qui avait déjà dû beaucoup souffrir, puisque Haïti est dans une situation terrible, qui, a été adopté par des parents, en France, qui l'ont aimé depuis qu'il est tout petit, qui l'ont élevé. Un bon gars qui travaille au McDonald's aider à payer ses études. Il étudiait à Lille, il avait une copine et vendredi soir, d'Halloween, il a été fauché, tué, par un multirécidiviste, un criminel, sous l'emprise de stupéfiants, qui a fait un refus d'obtempérer. Voilà, et les refus d'obtempérer, eh bien, sont de plus en plus fréquents. On en a un peu moins parlé. Cela a été aussi le cas pour une certaine Jade Loctin, que certains jeunes connaissent sûrement parce que c'est une tiktokeuse, instagrammeuse, un peu populaire et qui présente des vêtements et des maquillages. Bon, c'est un peu la mode bizarre de notre, époque, mais elle a subi un refus ça fait repenser évidemment à l'affaire Naël, à ce problème général du refus d'obtempérer qui ne fait qu'accroître. Mais je pense qu'il faut, des lois plus dures contre, les criminels du volant et en particulier, ceux qui, font, des refus d'obtempérer. Car, malheureusement, il n'y aura pas de révolte urbaine pour Matisse. Il n'y aura pas Mbappé, ne va pas écrire, heu heu, un ange parti trop tôt. Parce que pour le coup, c'est un ange parti trop tôt, visiblement, ce Matisse. Il n'y aura rien. Les sanctions seront faibles et c'est inacceptable. Je répète, on a régulièrement les refus d'obtempérer sont rarement des gens qui sont calmes et qui ont des problèmes et qui n'ont pas de problème en général. Là, on a affaire à des gens qui ont qui ont des soucis avec la justice, qui ont été condamnés et qui souvent sont ont consommé là-bas du hashish et de l'alcool. Ici, à Lille, du peroxyde d'azote et qui se croient dans GTA 4 ou GTA 5, qui se croient des génies du banditisme de la route alors que ce sont des pauvres types qui sont totalement, qui se sentent libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'il y a une forme réelle d'impunité dans ce domaine et il faut que ça change. Voilà, grande pensée pour ces victimes, heureusement pour Jade Doctin qui est restée vivante et ses amis qui ont été blessés également dans la voiture mais qui sont vivants. Et une pensée pour la famille de Matisse qui, voilà, qui n'aura plus que les yeux pour le pleurer. Ce sont des choses qui sont inacceptables et qui doivent impérativement changer dans notre pays. Nous avions à l'époque et je salue Damien Direz, puisqu'il avait écrit, le responsable de La Raison du Peuple, qui avait écrit, un papier dans Marianne qui avait été défendu à l'époque par, République Souveraine, que nous défendons à Fréquence Populaire, à savoir qu'il faut une grande réforme de la justice pour que, le code pénal, soit adapté et que les sanctions soient plus graves quant aux tentatives ou aux agressions sur les personnes, que ce soit des viols, des agressions physiques, des tabassages, des meurtres, que les sanctions soient plus importantes, plus dures, des peines planchées et des peines très très sérieuses, plutôt que de sanctionner les crimes contre les biens. Il faut qu'ils soient sanctionnés, mais c'est toujours très désagréable, mais moins grave quand même dans l'existence de perdre une voiture ou de subir un cambriolage que d'être agressé physiquement. Ça doit changer, cette impunité doit disparaître. Si vous êtes resté jusque-là, eh bien, je vous remercie. C'est que ça vous a semblé intéressant. Si par hasard, vous n'aviez pas encore appuyé
sur like, j'aime, faites-le s'il vous plaît, ça nous aide. N'oubliez pas de faire des commentaires et bien évidemment de partager cette vidéo, faites-la connaître et faites connaître le travail de Fréquence Populaire auprès de vos proches. C'est ce qui va nous permettre de grandir. Comme je le disais en début, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, sur Telegram. On va bientôt passer une barrière à Telegram, donc allez-y. Même si vous n'utilisez pas beaucoup, abonnez-vous sur le fil de Fréquence Populaire. D'ailleurs, c'est quand même très utile puisque là, sur ce fil, vous avez tout ce qu'on produit et vous pouvez choisir le sujet qui vous intéresse et y être emmené directement. Ça vous évite de naviguer sur différents systèmes, différentes plateformes. Également, si vous pouvez, abonnez-vous sur Fréquence Populaire sur TikTok, avec lesquels nous allons passer un accord et une de nos émissions que nous avons arrêtée ici sur YouTube, à savoir Ligne de front, eh bien, sera une émission spécifique dédiée à TikTok. Également, abonnez-vous sur Instagram qui se développe, qui est important. Et puis, allez sur notre site fpop.media, fpop.media. C'est notre portail. Vous y trouverez énormément d'articles avec l'équipe, écrit par l'équipe de Fréquence Populaire, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intervenants extérieurs, y compris à l'international. Vous y verrez des choses qu'on ne lit pas ailleurs. C'est gratuit, il vous suffit de renseigner votre email et vous avez accès à tout. Et pour ceux qui peuvent nous aider, eh bien, n'hésitez pas, en bas de cette vidéo, à nous faire un don sur Tipeee ou sur Stripe. Et sur la page de Fréquence de fpop.media, donc le portail, eh bien, vous pouvez vous abonner pour la modique somme de 2 € par mois, donc un café par mois pour nous aider, ou un peu plus si vous en avez la possibilité. Voilà, grâce à vous, ça nous permet de continuer ce que nous faisons et on vous donne rendez-vous très, très bientôt d'un endroit où nous avons été et ça, c'est surprise. À très bientôt, bonne journée à tous, bon courage et espérons qu'enfin, nous ayons d'autres dirigeants, d'autres forces politiques qui un jour aient d'abord à cœur les intérêts de la France.